La tête dans les nuances, c'est une rencontre à tous les mois avec des intervenants engagés. Mon nom est Robert Aubin et à chaque épisode, je vous transporte dans un jeu de changement de perspective sur des enjeux de société. Ce mois-ci, à la tête dans les nuances, je vous invite à partager notre discussion autour de la thématique de l'immigration. Plongeons ensemble, tête première, dans les nuances. À vous tous et toutes qui écoutez cette émission de façon assidue, occasionnelle ou pour la toute première fois, bienvenue à un autre épisode de La tête dans les nuances. Mon nom est Robert Aubin et si j'ai le plaisir de vous accueillir chaque mois, c'est grâce à cette magnifique collaboration qui existe entre la Gazette de la Mauricie et la station Nous TV. Je crois qu'il ne s'écoule pas une journée sans que dans nos bulletins de nouvelles, on ne nous parle de façon directe ou indirecte d'immigration. Et à chaque fois, on semble prendre pour acquis le langage qui entoure tout le vocabulaire de l'immigration, comme s'il était acquis de tous. Or, mon expérience, quand j'ai eu le plaisir de servir à titre député, m'a démontré une toute autre réalité. Alors, je me suis dit que, tiens, peut-être ce serait intéressant de se donner un lexique, mais question d'éviter un cours qui serait trop théorique et plate. On va le faire en parlant avec des gens qui ont vécu le parcours de l'immigration et au fur et à mesure, on placera chacun des concepts parce qu'évidemment, on nous en parle sous différentes facettes, reliées par exemple à un certain nombre de problématiques sociétales dont l'immigration est loin d'être la cause unique. Mais par exemple, on nous parle d'hébergement, on nous parle de pénurie de main-d'œuvre, on nous parle de notre capacité d'intégration. Au Québec, on parle encore plus spécifiquement de notre capacité à franciser les immigrants et j'en passe tellement les questions sont longues et larges. Et que dire du parcours de l'immigrant lui-même? On a l'impression, nous qui sommes nés au Québec ou au Canada, que nous offrons le paradis à un immigrant qui arrive. Mais encore faut-il se rappeler que celui-ci ou celle-ci a peut-être choisi de venir s'établir chez nous pour des raisons qu'on découvrira, ou peut-être ne l'a pas choisi, a simplement quitté sa terre natale parce qu'elle ne s'y trouvait plus en sécurité et doit faire face donc à un univers qui est potentiellement passablement différent du milieu d'où elle est partie. Bref, des questions larges, importantes, pour lesquelles une heure ne suffiront pas à répondre à l'ensemble de ces questions, mais je pense que l'idée de faire un premier tour de table peut éclairer notre regard sur l'immigration et peut-être avoir une approche d'autant plus sympathisante lorsque nous rencontrons ces nouveaux arrivants qui décident de venir s'installer chez nous. Et pour en discuter, j'ai le plaisir de vous présenter mes trois invités à l'instant. D'abord, j'accueille M. Romain Roux, qui est professeur et directeur du département d'études en loisirs, culture et tourisme à l'Université du Québec à Trois-Rivières. Il est également diplômé au doctorat en études urbaines à l'Université du Québec à Montréal et possède une maîtrise et une licence en géographie de l'Université Franche-Comté en France. J'ai bien résumé le tout? Oui, c'est parfait. Je parle à la bonne personne. Merci d'être là. Merci. Je reçois également Mme Alexandra Bassaniès, qui est une artiste jusqu'au bout des doigts, diplômée comme professeure d'art plastique de l'Université de San Juan en Argentine. Elle détient également une licence en art plastique de l'Université Paris 8, une maîtrise en art visuel de l'Université Laval. C'est une artiste reconnue chez nous qui s'est entre autres installée à l'atelier Presse-Papier pour ceux qui connaissent l'atelier. Elle a aussi de nombreuses implications avec le SANA sur lequel nous aurons l'occasion de revenir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous. Et finalement, nous recevons M. Michael Morissette, que vous avez très certainement vu dans les médias, puisqu'il est le responsable des relations publiques et porte-parole à la Ville de Trois-Rivières. Il est diplômé de l'Université Laval en communication publique et détenteur d'une maîtrise en affaires publiques et représentation des intérêts. Et comme autre occupation dans une longue liste, il est entre autres membre du CA de l'ACMQ, qui est l'Association des communicateurs municipaux du Québec. Bienvenue. Merci. Merci d'être là. On a l'air important avec des parcours comme ça. Bien, vous l'êtes. Vous l'êtes et ce sont que de beaux modèles. Alors, merci d'avoir accepté l'invitation. Et on commence, sans plus tarder, je commencerai avec vous, M. Roux. Vous arrivez au Canada de la France. À vous de nous dire pourquoi vous avez choisi de venir chez nous, mais vous arrivez sur ce qu'on appelle un permis temporaire pour étudiants. Oui, c'est bien ça. Alors, juste faire une première pondération. On peut, lorsqu'on souhaite émigrer au Québec, au Canada,
chercher le statut de résidence permanente, c'est-à-dire qu'on veut s'installer au Canada de façon permanente et éventuellement avoir accès à la citoyenneté canadienne. Mais on peut aussi y venir comme de façon temporaire, soit comme travailleur temporaire, soit comme étudiant, pour faire un parcours et repartir par la suite. Évidemment, ce parcours-là peut se transformer et accéder à la résidence permanente. Fin de la parenthèse. Je reviens à vous, M. Roux. Vous arrivez donc chez nous avec un permis d'étudiant temporaire. C'est bien ça, oui. Moi, j'ai fait une maîtrise, j'avais débuté ma maîtrise en France, puis à l'occasion de ma maîtrise, j'avais la possibilité de faire un stage à l'international, puis j'ai été accueilli par un professeur de l'UQAM au département de géographie. Et puis au terme de ce stage-là, ce professeur m'a offert une bourse d'études pour le doctorat que j'ai accepté. Mais pour ce faire, il fallait que j'obtienne le certificat d'acceptation du Québec, puis le permis d'études du palier fédéral, ce qui me permettait de pouvoir étudier à l'UQAM comme étudiant international. Alors, venant de la France, il y avait des particularités puisqu'il y a une entente France-Québec au niveau des droits de scolarité, ce qui fait que je payais les mêmes droits de scolarité que les Québécois et Québécoises, alors que pour un étudiant qui venait d'un autre pays, comme prenons le cas par exemple du Maroc, il aurait des frais de scolarité qui étaient majorés. Puis donc au terme de mon doctorat, par la suite j'ai eu la possibilité donc de rester au Québec. Puis là, le processus est assez linéaire, c'est-à-dire qu'on commence par une demande de résidence permanente qui nous permet, entre autres, de pouvoir travailler sur le sol québécois et canadien. Parce qu'au moment où vous êtes étudiant, vous n'avez pas le permis de travail. Non, exactement. On est limité au nombre d'heures qu'on peut faire de travail en dehors du campus. Sur le campus, les limites sont un peu plus floues. Surtout quand on est assistant de recherche ou assistant d'enseignement, mais pas assez. Les limites du campus, là, il y a des restrictions. Je sais que récemment, pour avoir des étudiants internationaux que je dirige, il y a eu une levée de ce nombre d'heures autorisées par le fédéral en raison de la pénurie de main-d'œuvre, mais récemment, ils ont resserré les règles. Puis donc, au terme de la résidence permanente, c'est après qu'on peut en effet obtenir la citoyenneté canadienne. Donc, c'est un processus qui est en plusieurs étapes, mais avec un diplôme d'une université québécoise ou canadienne, c'est quand même assez... Je dirais que c'était plus facile de passer ces étapes-là, même s'il y a quand même des délais inhérents à tout ça. Et vous avez décidé d'aller jusqu'à la citoyenneté. Exactement. Et de faire de vous un citoyen canadien qui demeure citoyen français, puisque vous avez la double nationalité. Certains pays le permettent. Tout à fait. C'est le cas entre la France et le Canada. Pourquoi choisir de rester chez nous? Qui est chez vous maintenant? Oui, tout à fait. Pour plusieurs raisons, des raisons personnelles. Ma femme est québécoise. Mes enfants sont nés aussi sur le sol québécois. Et puis aussi des opportunités d'emploi qui se sont offertes à moi assez rapidement après l'obtention de mon doctorat, puis qui étaient donc ici à Trois-Rivières. Donc tout ça m'a amené à faire le choix de rester au Québec. Merci. On profite de votre expertise à plein. On aura l'occasion d'y revenir. Je fais juste une autre parenthèse parce que vous avez mentionné le certificat de sélection du Québec dans votre parcours. Oui. Alors, il faut savoir que depuis les années 90, il me semble que c'est 91 de mémoire, il y a eu une entente entre Québec et Ottawa pour partager les responsabilités en termes d'immigration. Mais le Québec n'étant pas un pays, il ne peut pas admettre sur son territoire un immigrant. Ça revient à l'État national qu'est le Canada. Cependant, de par cette entente, le Québec choisit ses immigrants et le Canada les admet par la suite. Alors pour ça, il faut d'abord donc obtenir le certificat de sélection du Québec. Non, on n'est pas dans la maison des fous dans Astérix, là. C'est relativement plus simple, bien que complexe. Il faut d'abord obtenir le certificat de sélection du Québec. Ensuite, avoir le permis de résidence permanente d'Ottawa et le processus s'enclenche. Merci. Je me tourne vers vous, Mme Bassagnès, parce que vous avez un parcours un peu différent. Vous décidez de quitter l'Argentine en 2002, si mes recherches sont exactes, pour trouver un espace où votre famille et vous alliez trouver un espace, je dirais, de plus grande sécurité, parce qu'à l'époque, en 2002, il y avait une crise importante qui se déroulait et pour vous, ça a été comme la crise de trop. Et vous avez dit, il y a peut-être une vie à refaire ailleurs. Comment s'effectue ce parcours-là? Mais bon, en réalité, oui, ça a commencé en 2002, mes démarches, nos démarches, parce qu'il y a eu une crise économique qui s'appelait les Corralitos. Et
Donc, à l'époque, j'ai travaillé comme professeur à l'Université nationale de San Juan, en poste de sérigraphie dans une école spécialisée en art. Et donc, avec la crise, il y a eu des mois, plusieurs mois que je n'ai pas eu mon salaire. Et Guillermo, mon mari, on avait comme une petite entreprise de vitrail. Et donc, avec l'importation, les verres, ça est devenu comme très cher. Donc, on était vraiment vraiment déçus. Et on a dit, bon, un ami arrive avec la possibilité d'immigrer au Québec avec tout un dossier de publicité. Et donc, on voit que l'Office de Québec, ça fonctionnait à Buenos Aires et on a commencé à faire la recherche. Il y avait un formulaire à l'époque qu'il fallait remplir. Et donc, si on avait moins de 40, si on 40 avait... ans? 40 ans, oui. Et si on avait un diplôme universitaire et des enfants, il avait comme des points que nous, on ne savait pas non plus. Donc, on a rempli les formulaires et ça a donné tout OK. Donc, on a dit OK, on s'en va, mais ce n'était pas vraiment comme facile parce qu'après, il fallait ramasser tous les traduction des diplômes, examen médical qui s'était fait au Mexique. Donc, à l'époque, c'était vraiment compliqué et c'était cher. À l'époque, c'était vraiment beaucoup d'argent pour nous que les dollars, c'était vraiment... Et donc, c'était vraiment un effort énorme. Et finalement, il fallait voyager au Buenos Aires parce que moi, je viens de San Juan. C'est une petite ville à 1500 km de Buenos Aires. Donc, l'entrevue, c'était vraiment à l'Office de Québec au Buenos Aires et c'était vraiment agréable. Ils testaient votre niveau de français, anglais, bon, et finalement on a eu l'OK. Donc on a commencé à vendre toutes les choses. Bon, on avait une maison, et donc on a loué la maison et on a décidé de partir. On est arrivé en 2003, le 27 avril 2003. Vous seriez ce qu'on appelle aujourd'hui dans la catégorie des immigrants économiques, c'est-à-dire des gens qui ont choisi de venir s'établir au Québec. Vous aviez fait le choix du Québec déjà ou bien vous hésitiez entre Canada et Québec? Non, toujours c'était Québec. À cause du français, on aimait la langue, on connaissait un peu le français, pas trop, mais bon, on aimait la langue, surtout anglophone. Pour l'anglais, c'était vraiment pas non négociable. C'était vraiment le Québec qui nous a tirés. Et il y a eu seulement une personne qui a répondu à nos courriels parce qu'on envoyait les cours et les CV pour essayer de trouver un travail. Et à l'époque, c'était Gilles Desaulniers, c'était un prof à l'université. Bon, c'est lui qui nous a envoyer des courriels, nous renseigner comment est-ce que ça marchait au Québec. Et à date, c'était toutes nos... Bon, lui, il est décédé, ça fait 12 ans, mais c'était toutes nos vies ici au Québec, c'était à côté de lui et avec sa famille. C'était votre parrain, en quelque sorte. On parle souvent de parrainage en termes d'immigration. Alors, je parlais d'immigration économique parce qu'il y a aussi deux autres façons d'immigrer au pays, soit par l'immigration économique, soit par réunification familiale, c'est-à-dire que si vous avez un conjoint, une conjointe qui est déjà au moins résident permanent au Canada, installé et qui souhaite faire venir son conjoint, sa conjointe, ses enfants, éventuellement, peut-être père et mère, là, il y a moyen de passer par la réunification familiale, c'est-à-dire que ça devient le critère primaire pour votre demande d'immigration au Québec, au Canada. Bien sûr, tout le processus après est le même. Vous devez obtenir le certificat et suivre le processus. C'est souvent long, c'est limité en termes de nombre aussi chaque année, comme les immigrations, comme les immigrants. Et le troisième volet, c'est celui des réfugiés. Et même là, le volet des réfugiés se divise en deux. Ceux qui font une demande d'asile ou de réfugiés au moment où ils arrivent aux douanes canadiennes, ou ceux qui sont réorientés par le Haut-Commissariat des réfugiés, où le Canada, dans une entente internationale, accepte d'accueillir sur son territoire un certain nombre de réfugiés qui viennent d'un peu partout où les situations sont difficiles. Voilà pour le parcours. Monsieur Morissette, vous étiez déjà sur place, j'imagine, de naissance. Alors, c'était un peu plus facile pour vous. Cependant, la dimension de l'immigration, c'est une dimension avec laquelle vous devez conjuguer,
je dirais peut-être pas au quotidien, mais peut-être de plus en plus fréquemment, à vous de me le dire, hein, à la ville, c'est quand même une notion importante que l'intégration de ces nouveaux arrivants. Oui, parce que, puis vous l'avez mentionné, tout ce qui est admission, tout ce qui est choix, ça se fait à un niveau d'altitude des gouvernements provinciaux et fédéraux. Sauf que quand les gens arrivent sur le territoire, bien, ils sont accueillis par des municipalités, par leurs voisins, ultimement, que ce soit des villages, villes, MRC ou autres. Puis, pour donner juste une idée, là, à Trois-Rivières, sur à peu près 140-145 000 de population, c'est 4 à 6 de la population qui est issue, que ce sont des personnes issues de l'immigration. Puis le volet, un des défis auxquels les municipalités, dont Trois-Rivières, ont à faire face, puis vous avez parlé notamment du français tout à l'heure, bien, la barrière linguistique, c'en est un. Une des choses pour faire en sorte qu'il y ait un bon maillage entre les gens qui arrivent ici, puis que la communauté d'accueil, bien, comment elle se fait pour bien l'intégrer. Parce que ça se traduit en défi, notamment sur le plan de l'accès à l'emploi. Parce que le plan de la communication est relativement important aussi. Puis c'est la première chose à se trouver, oui, volet de l'habitation, mais il faut aussi se trouver un emploi parce qu'il y a une question d'argent aussi à travers ça. Donc ça, c'en est un défi. Puis une des choses qu'une municipalité peut faire pour venir créer des maillages, bon, bien, avec notre bras droit qui est économique, d'innovation et développement économique Trois-Rivières, il y a de la sensibilisation puis des programmes d'intégration à l'emploi, collaboration avec le SANA aussi, service d'accueil des nouveaux arrivants, entre autres. Donc il y a un volet emploi puis barrière linguistique sur laquelle il faut travailler, nécessairement. Un autre volet que... Et quand vous dites y travailler, ça se matérialise comment? Est-ce qu'il y a des programmes en place? Pour... Bien, en fait, oui, il y a des programmes qui sont en place, mais aussi en termes de programmes d'intégration, mais aussi en termes de sensibilisation, puis en termes de trousse d'outils pour comment les entreprises peuvent accueillir des personnes immigrantes pour venir travailler pour eux. Donc, il y a vraiment une dualité par rapport à ça. Probablement que l'expérience de nos collègues ici pourront en témoigner à travers le temps comment ça fonctionne. Puis aussi sur le plan humain, les gens qui travaillent dans ces entreprises-là, bien, un coup que quelqu'un arrive, il faut aussi que sur le plan de l'employé, bien, qu'on ait un rôle à jouer pour essayer d'intégrer les gens puis qu'ils fassent partie de notre cercle social. Donc, tout ce qui est barrière linguistique, tout ce qui est emploi, c'en est un des enjeux. Un autre des enjeux qui nous a été soulevé, parce qu'il y a un plan d'action à la Ville de Trois-Rivières pour l'immigration, puis il y a eu une grande consultation auprès des organismes communautaires, auprès des personnes en situation, des personnes immigrantes qui sont venues, puis ils nous ont dit aussi qu'ils ne se sentent pas toujours représentés par les événements qui sont offerts sur les territoires d'accueil. Donc oui, on pense aux grands festivals où est-ce qu'il y a beaucoup d'artistes locaux, où est-ce qu'on parle notamment des découvertes gastronomiques, mais quand ils y participent, ce qu'on se fait dire, c'est que ça serait intéressant d'éclater aussi les frontières parce que des artistes musicaux, il y en a aussi qui viennent d'ailleurs, qu'on peut faire mieux découvrir. Donc, il y a le volet emploi, barrière linguistique. Il y a aussi le volet événementiel. Puis, vous enseignez en loisir, je crois, à l'UQTR. Puis, le loisir, c'est un gros moteur d'intégration des gens dans leur collectivité. Donc, le plan d'action de la municipalité travaille aussi beaucoup là-dessus en offrant des activités en bibliothèque, des rassemblements au jardin communautaire, entre autres. Donc, il y a vraiment un travail sur le plan du maillage puis du voisinage à réaliser pour la Ville de Trois-Rivières. Je ne vais pas vous demander une statistique parce que ce serait une question piège, mais peut-être juste une impression. J'ai quelques décennies d'avance sur vous et il fut un temps où la majorité des nouveaux arrivants qui venaient chez nous à Trois-Rivières n'avaient pas choisi Trois-Rivières. Ils étaient comme répartis sur le territoire québécois. On avait une capacité d'accueil. On accueillait des nouveaux arrivants qui découvraient Trois-Rivières. Mais j'ai l'impression que depuis quelques années, peut-être le bouche à oreille, je ne sais trop, mais il y a de plus en plus de gens, de nouveaux arrivants, qui choisissent Trois-Rivières comme destination d'accueil. Est-ce que vous remarquez ça? Je n'ai pas la statistique près sur... Qu'est-ce qui fait que vous êtes arrivé à Trois-Rivières? Est-ce que c'était forcé ou c'était un choix? Par contre, dans l'étude qui a été menée avec... c'était l'Institut de recherche sur l'intégration professionnelle des personnes immigrantes. Les deux grandes forces de Trois-Rivières, parce que oui, il y a eu les défis qui ont été identifiés, mais quand il y a des défis, il faut bâtir sur des forces aussi, parce qu'il y a des opportunités, mais ça a surtout été le sentiment de sécurité des gens quand ils arrivent ici. Ils se sentent mieux, ils se sentent en sécurité dans leur voisinage, auprès des institutions, puis aussi la qualité de vie qui est ressentie. Donc, la qualité de vie dans les quartiers, les milieux de vie, toutes ces choses-là, ça a été des points forts perçus très positivement par les gens qui arrivent. Donc, est-ce que le bouche à oreille fait en sorte que les gens, quand ils arrivent ici, se sentent en sécurité, se sentent bien, fait en sorte que Trois-Rivières devient un peu plus attractif?
Bien, on espère que oui, tout à fait. Madame Bassaniès, est-ce que vous vous reconnaissez dans ces propos? Parce que j'ai l'impression que vous, dans votre parcours en arrivant au Québec, vous avez relativement rapidement choisi Trois-Rivières, ou en tout cas choisi de quitter Montréal. Je ne sais pas si vous aviez choisi Trois-Rivières ou quitté Montréal, à vous de me le dire. Mais non, moi, on est arrivé à Montréal, c'est sûr, mais moi, j'ai passé 4 jours à Montréal et après, on est resté pour toujours à Trois-Rivières. Moi, j'ai tombé en amour parce que moi, je viens d'une petite ville, je ne viens pas de Buenos Aires, une grosse capitale. Donc, moi, j'ai trouvé que Trois-Rivières, il avait ça. En effet, la qualité de vie, c'est toujours avec mes enfants, adolescents, quand ils vont à Trois-Rivières, ça passe rien. Mais la qualité de vie de Trois-Rivières, il n'y a pas de prix. C'est vraiment, si on voit une tempête à Montréal et une tempête à Trois-Rivières, c'est pas la même chose. Et ça, vous le saviez au moment de quitter Montréal ou vous l'avez découvert en arrivant à Trois-Rivières? Mais en réalité, c'était vraiment parce que moi, j'aimais... Bon, à cause de Gilles Desaulniers, que lui, il nous a un peu montré Trois-Rivières, mais après, Presse-Papier, c'était vraiment comme ma famille. Et toujours, je n'ai pas douté de déménager. En réalité, au début, c'était vraiment difficile de trouver un emploi. C'est les côtés plus difficiles que j'ai trouvés. Mais pas les côtés vie quotidienne. La vie au quotidien, pour moi, c'est parfait. Puis il y a eu aussi un des éléments qui a été souligné dans cette grande étude-là pour faire le portrait, ça a été aussi que certaines personnes vivaient une certaine forme de discrimination quand venait pour l'accès au logement. Quand ils visitaient, par exemple, certains immeubles à logement, bien, quand il y avait un accent ou autre, bien, ils sentaient qu'il y avait peut-être une réticence d'un propriétaire d'immeuble. Donc, oui, l'emploi, c'était un des enjeux sur lesquels travailler, l'habitation aussi. Je ne sais pas comment vous l'avez senti quand vous êtes arrivé ici, êtes-vous devenu propriétaire ou avez-vous eu à chercher un logement ou autre? Avez-vous vécu cette forme de discrimination-là? Non, pas moi. Non. Nous, on a loué et après, on a acheté une maison. Mais non, je n'ai pas senti ça. C'est une bonne nouvelle. Ouais. Monsieur Roux, vous arrivez à Montréal, puisque vous étudiez à Montréal à l'époque où vous avez votre permis temporaire d'étudiant. Oui. Et c'est l'emploi, j'imagine, qui vous amène à Trois-Rivières? En fait, les astres étaient alignés parce que c'est l'emploi et ma femme est originaire de Trois-Rivières. Ça c'est vendeur. Oui, c'est ça. Donc, Ce que femme veut, Dieu le veut, disait-on à une certaine époque. On le dit encore. On appelle les immigrants par amour. Oui, c'est ça. Immigration d'amour. Mais donc, tout concordait pour qu'on s'établisse à Trois-Rivières. Oui. Mais Montréal, initialement, c'est parce que mon directeur de thèse avait une expertise spécifique. Et donc, l'université, l'UQAM m'avait attiré, mais par cette expertise-là, je trouvais super intéressant de faire mon doctorat avec cette personne. Et les étudiants que vous rencontrez maintenant que vous êtes directeur du département, mais toujours professeur, ils sont de passage en rêvant de la grande ville ou bien certains disent non, on pourrait faire notre vie en région, pas nécessairement à Trois-Rivières, là, c'est pas le centre du monde, bien que, mais il y a quand même une facette particulière à vivre en région. Oui, absolument. On a différents profils, puis en fonction aussi des cycles d'études. Au premier cycle, on voit beaucoup d'étudiants qui viennent, par exemple, donc c'est encore en dehors du cadre du permis d'études, c'est de la mobilité étudiante sur une session. Alors certains viennent juste là, puis après retournent dans leur pays d'origine, mais d'autres vivent une expérience universitaire québécoise et sont vraiment intéressés à la poursuivre. Et là, par la suite, ils s'inscrivent dans un programme avec un statut régulier. D'autres vont aller chercher, par exemple, un diplôme de cycle supérieur avec pour objectif de revenir dans leur pays d'origine et puis viser des postes dans des ministères, par exemple, de hauts fonctionnaires. Donc on voit, puis d'autres vont choisir de s'établir pour des raisons un peu comme les miennes, personnelles ou professionnelles, mais on voit différents profils, mais il ne faut pas prendre pour acquis que l'étudiant international qui décide de s'inscrire à l'UQTR, quel que soit le programme, souhaite absolument rester à Trois-Rivières après ses études et pas non plus forcément rester au Québec ou au Canada. Là. Chacun va avoir des ambitions et des objectifs différents. Oui, absolument. Je vais faire un peu de pouce sur un élément que M. Morissette a amené comme élément d'intégration, de socialisation à cette société d'accueil qui nous reçoit, qui est ou le loisir ou les arts, parce que là, je suis pile-poil dans vos champs de compétences. En quoi, loisir, tourisme et culture, mais parlons du loisir puisque c'est le premier des trois, en quoi le loisir est un élément d'intégration ou les arts deviennent un élément d'intégration
pour la personne qui le fait, parce que dans votre cas, c'est vous l'artiste. Alors, est-ce que ça a permis une passerelle plus facile dans cette socialisation ou le loisir organisé par l'environnement dans lequel on est? La porte est ouverte. Qui veut commencer? Bon, pour moi, c'était vraiment la porte, la grande porte, et la culture et l'art. L'atelier presse-papier, moi, je suis arrivée à Trois-Rivières. Une semaine après, j'étais membre parce que j'ai travaillé déjà la stampe à San Juan. J'avais un atelier de sérigraphie, donc c'était vraiment comme mon espace de travail, des échanges, ma famille. Donc, c'était vraiment un lieu d'intégration fondamentale. Et après, ça m'a donné des possibilités de travail, soit en médiation culturelle, avec des échanges avec l'école de mes enfants, l'école Jacques Butu. On a fait un projet de médiation culturelle avec Sana. C'était mon premier projet avec Guillermo. On travaillait les verres, on a laissé un vitrail à la bibliothèque. Et donc, c'est vraiment des projets qui se sont suivis pendant 20 ans de médiation culturelle. Mais donc, au moment où vous arrivez à Presse-Papier, vous trouvez là votre premier milieu, votre premier cercle concentrique où vous vous rejoignez parce que vous partagez l'art, mais vous partagez nettement plus. Mais est-ce que l'art est devenu maintenant, pour vous, un outil d'intégration des nouveaux arrivants? Oui, mais pendant 20 ans, j'ai fait plusieurs projets de médiation culturelle et ça a été, je dirais, les 80% des projets, et c'est avec des immigrants. Et soit avec stratégie carrière, avec des adultes qu'il fallait les intégrer. Qui ne sont pas nécessairement des artistes professionnels. Non. Et donc, avec les écoles secondaires qui ont cherché de mixer des immigrants et des enfants des Québécois pur laine. Donc, c'était vraiment, comme toujours, des projets en train de fusionner des cultures et avec le prétexte, c'était l'art, mais l'idée, c'est vraiment la rencontre, des dialogues, des échanges, des expériences. Il y avait des enfants qui ne parlaient pas la langue, donc c'était vraiment une façon de pouvoir les intégrer. Et bon, il y avait plein, je fais plusieurs expériences. Et bon, les dernières, c'est vraiment avec des projets intergénérationnels, avec des immigrants et avec des résidents des personnes âgées. Donc, toujours, c'était vraiment, je pourrais dire que c'était vraiment mes objectifs aussi, comme une façon de reconnaître, de reconnaissance aussi, et de pouvoir donner aussi qu'est-ce que j'ai reçu et qu'est-ce que ma famille a reçu de Trois-Rivières et de Québec, de la société. Donc, c'était les moments aussi de nous, comme immigrants, donner, parce que toujours, on pense qu'il faut recevoir. Et moi, je pense que comme immigrants aussi, il faut donner aussi. Donc, Monsieur Roux, je me tourne vers votre expertise en termes de loisirs. Oui. Expliquez-nous comment le loisir peut être le moteur d'une intégration, d'autant que juste avant l'émission, je vous entendais parler de soccer ou de football, c'est selon, qui est de plus en plus populaire chez nous, mais qui n'est quand même pas le hockey, mais pratiqué par de plus en plus de jeunes. Mais je veux dire, quand on arrive d'ailleurs, on ne partage pas nécessairement les mêmes loisirs, on n'a pas la même culture. Comment on passe de l'un à l'autre si tant est qu'il faille le faire? Puis je dirais même que des fois, le mot loisir n'existe tout simplement pas dans certaines langues dans différents pays. Donc, c'est encore plus difficile des fois de le démystifier auprès de certaines populations nouvellement arrivantes. En fait, comme vous l'avez bien dit, souvent ce qu'on constate, c'est que puis à travers des études qu'on mène, pas seulement moi, mais avec d'autres collègues au département, c'est que la priorité souvent pour les immigrants, surtout les immigrants économiques, c'est tout d'abord de se loger puis de trouver un emploi. Puis en parallèle, si le français, par exemple, n'est pas notre langue, c'est de l'apprendre. Passer ces étapes-ci, après, on commence à avoir un peu plus de capacité à s'épanouir en dehors de ces sphères-là, entre autres durant nos temps libres. Et c'est là que le loisir et le sport, par exemple, peuvent devenir des facteurs d'intégration et de compréhension aussi des valeurs de la société d'accueil extrêmement forts. Pourquoi? Parce que ça permet à la fois comme vous l'avez bien dit, de donner à la société, donc de montrer qu'on a certaines expertises, par exemple dans différents sports, mais aussi de connaître d'autres héritages sportifs, comme ici, par exemple, le hockey,
discipline qui n'est pas forcément présente dans son pays d'origine. Alors, c'est à la fois une manière de donner, puis de s'ouvrir aussi à la différence, qui est assez intéressante, puis que ça nous donne une certaine vulnérabilité, puis aussi de rapprochement aux autres qu'on ne ferait pas forcément dans une autre sphère de notre vie. Donc ça, le loisir est intéressant. Ce qu'on constate néanmoins, c'est que souvent, la première porte d'entrée, surtout quand on parle d'une famille d'immigrants, ce sont les enfants. Les enfants, à travers l'école, à travers leurs loisirs, c'est là où déjà, il va y avoir une première ouverture vers les autres. Les enfants vont commencer à partager des loisirs avec d'autres enfants issus du Québec. Et là, les parents vont les accompagner. Et c'est là que, progressivement, les enfants vont pousser les parents à les accompagner. Puis, progressivement, ces parents vont eux-mêmes peut-être faire des loisirs à eux. Donc, souvent, là, je ne parle pas d'étudiants, mais les familles, on voit que les enfants sont souvent ce catalyseur-là pour après s'ouvrir à d'autres formes de loisirs et d'autres formes de sport. Mais ça demande aussi de la part des clubs, des associations, qu'il y ait cette ouverture à la différence. Puis c'est malheureusement pas toujours le cas, puis consciemment ou inconsciemment, parce que sur, par exemple, les conseils d'administration, il n'y a pas de gens issus il n'y a pas des gens issus de l'immigration. Alors, on peut-être moins cette sensibilité. Je prends un cas très simple. Le hockey est un très beau sport, puis que j'invite tous les immigrants à essayer de le tester, au départ par le patin, puis après le hockey. Mais c'est un sport qui est extrêmement coûteux, où l'accessibilité est beaucoup plus difficile que du soccer ou du basket, par exemple. Et ça demande de la part autant des pouvoirs publics que des associations de prendre en compte que, pour certaines personnes immigrantes, surtout celles qui sont les plus précaires, c'est plus difficile de se tourner vers ces sports-là. Puis l'autre chose que je mentionne aussi, c'est que le Québec, même si les changements climatiques changent la donne, mais a 4 saisons quand même assez marquées, puis une saison hivernale qui va faire souvent très peur aux immigrants. Puis il va y avoir une logique de fermeture où on va rester chez soi, puis on ne va pas vouloir sortir. Puis profiter du Québec, puis apprendre le Québec, c'est de participer à l'hiver, puis c'est de faire des activités hivernales. Puis entre autres, il y a beaucoup d'actions qui sont faites à Montréal ou ailleurs, où on va miser beaucoup sur le plein air hivernal, pour faire découvrir les bienfaits des activités l'hiver, bien chaussées, bien vêtues, etc. Puis l'idée, c'est pas forcément de prendre les immigrants puis de les amener au Parc national de la Mauricie. C'est juste sortir dans leur quartier, dans les parcs, leur faire vivre des petites expériences en raquette ou en ski de fond, puis là, leur donner de goût d'aller ailleurs, seul ou accompagné, etc. Mais je pense que la logique, à travers le loisir et le sport, c'est l'ouverture à la différence, mais c'est aussi une logique de petits pas. On y va progressivement et on n'impose surtout pas de choses, au risque sinon de revenir dans cette logique de fermeture qui va créer des barrières et finalement y aller dans une logique qui est très communautariste et qui n'est pas forcément évidente là aussi à gérer pour les pouvoirs publics. Oui, si vous me permettez, absolument, Robert, je trouve que les exemples sont bons parce que comme à la patinoire bleu-blanc-rouge, en partenariat avec le Trois et les Canadiens, ils prêtent de l'équipement pour les gens qui veulent aller patiner. Exactement. Donc pour les gens qui arrivent, puis soit que peu importe, là, tout le monde peut avoir accès à une paire de patins. Il y a même de l'aide d'équipement pour ceux qui ont le plus de difficultés. Puis ça crée souvent les premiers contacts. Puis l'exemple du fait que la porte d'entrée de socialisation est souvent par les enfants, à la Ville, dans les dernières années, ils ont ajusté la formation des animateurs et des animatrices de camps de jour parce que dans certains secteurs où les personnes immigrantes sont plus présentes, les enfants arrivent dans ces camps-là aussi. Puis, nécessairement, il faut qu'il y ait une meilleure sensibilité du personnel d'animation pour être capable de faciliter l'intégration, de revoir certains signes, par exemple, est-ce qu'il y a un enfant qui est plus à part de la gang, comment on fait pour les mettre ensemble. Fait que c'est vraiment à partir de là que il y a des petites actions que la municipalité peut être capable de mettre en branle. Puis, ça peut donner le goût aux gens de sortir davantage quand tu sais que la patinoire est accessible, que ça ne te coûtera pas grand-chose parce que des fois, économiquement, ça peut être plus difficile. Donc, le petit coup de pouce qui est à donner, ça peut faire des tremplins qui sont ultra intéressants. Je trouve l'exemple que vous apportez fort intéressant. Mais nul doute que le secteur des loisirs dans le budget de la municipalité, c'est assez important, merci. Mais est-ce qu'on pense loisirs pour la population de Trois-Rivières, ce qui est un peu dépersonnalisé, ou bien est-ce qu'on a un angle de réflexion en disant, oui, il faut aussi avoir une approche particulière avec les nouveaux arrivants? C'est une excellente question parce qu'on est dans une heure où Trois-Rivières était à 2022, de mémoire, les fusions, là, il y a une vingtaine d'années. C'était par village. Tout le monde avait... Ça devait être 2002 plus que 2022. 2002, oui, pardon. Désolé. Sinon, ça fait pas 20 ans, mais peu importe. Meilleur en com qu'en maths, de toute façon. Alors que là, à cette époque-là, Pointe-du-Lac avait son pôle de sport, Trois-Rivières-Ouest, Trois-Rivières. Là, on est rendu une ville. Donc, il faut voir les services comme étant pour une municipalité globale. Il n'y aura plus d'aréna de quartier, comme il y avait au Centre Marcotte, à l'époque, par exemple.
ça fait en sorte que la municipalité, quand elle offre des services, bien, elle offre des services pour l'ensemble. Par contre, il y a des réalités territoriales, il fait qu'on n'a pas le choix de s'adapter. Les jardins communautaires, il va y en avoir moins au domaine des 30 arpents à Pointe-du-Lac qu'au centre-ville, de par la clientèle qui est là nécessairement. Je donne un exemple, la piscine du Parc Lemire, qui est au centre-ville, dans un quartier qui est plus défavorisé, bien, il y a des cours d'initiation à la natation qui sont donnés à cet endroit-là et pas dans toutes les autres piscines, par exemple. Donc, l'offre de loisirs, elle est globale, oui, mais elle est également adaptée en fonction des réalités territoriales, des caractéristiques socio-démographiques, d'où est-ce que les gens viennent, est-ce qu'il y a plus d'organismes communautaires sur le territoire. Donc, il y a de la personnalisation sans que ce soit à outrance non plus. J'aimerais ça vous entendre sur un autre aspect parce que Canada versus Québec, on le sait, il y a toujours quelques différences et entre autres dans l'approche en immigration, le Canada a une approche multiculturelle que je comparerais peut-être à une courte pointe, c'est-à-dire où chacun arrive avec sa culture et la juxtapose à celle du voisin, puis on crée une immense Catalogne. Alors que le Québec prône davantage l'interculturalisme, c'est-à-dire que l'immigrant s'intègre à une société majoritaire en ajoutant ce qu'il apporte comme bagage au bénéfice de tous. Est-ce que vous avez senti plus l'un que l'autre dans votre parcours? Je me lance. Bien, en fait, c'est sûr que mon regard là-dessus est un peu biaisé parce que venant d'un pays francophone, la France, il y a un lien qui se fait automatiquement. Puis, même si la culture est différente, même si certaines traditions sont pas les mêmes, il n'en demeure pas moins qu'on a un lien qui est logique, qui est naturel, je dirais. Donc, je dirais que pour moi, l'arrivée au Québec s'est fait peut-être dans une volonté de comprendre la culture, comprendre aussi comment une province pouvait et a pu conserver aussi fortement sa culture puis sa langue dans cet océan anglophone. Et ce qui m'a vraiment marqué en arrivant, c'était cette capacité à maintenir le français très vivant, puis de démontrer à l'immigrant que si tu veux être là, il faut que tu maîtrises la langue, puis il faut que tu vises à communiquer en français. Puis ça c'est quelque chose qui m'a marqué, qui m'a fait prendre conscience de cette volonté ou de ce principe interculturel qui, en effet, diffère du reste du Canada. Mais encore une fois, comme je dis, venant de la France, c'est sûr qu'on a un regard qui est différent d'autres pays. Pour moi, c'était comme... pas si différent, mais bon, à cause de la langue, c'était vraiment comme un changement, un dépaysement, en certaine façon. Mais à la fois, nous, on avait comme objectif de ne pas faire un ghetto entre les Argentins ou les Colombiens ou les gens qui parlent espagnol. Donc, on a eu comme une volonté de vouloir s'intégrer. Ça, c'était vraiment la première, quand on volait, on était dans l'avion, c'était notre objectif, parce que nous, on voyait qu'il y avait des immigrants qui c'était tout ensemble, et finalement, ils n'apprenaient pas la langue, ou je ne sais pas, ça devenait comme plus dur pour tout le monde. Donc, notre objectif, c'était vraiment clair. Mais c'était vraiment, il y avait des choses que nous, par exemple, nous, les Argentins, on soupe, par exemple, tard. Donc, les enfants, ils voulaient souper plus tôt parce qu'ils voulaient jouer. Mais bon, des choses que, moi, il y a des choses que je ne change pas. Par exemple, à la maison, on parle qu'espagnol. Donc, pour nous aussi, c'est vraiment comme une richesse parce que les enfants, ils sont trilingues maintenant. Et pour moi, c'était vraiment des choses que je ne voulais pas changer. Mais au fur et à mesure, on s'habituait. Mais pour nous, peut-être c'est l'hiver que c'était vraiment plus dur, les climats, la météo. Mais le reste des choses, c'était vraiment comme on s'adaptait. Mais je n'ai pas eu de choc culturel, on dirait. Mais, au niveau de la municipalité, je me demandais, évidemment, on ne peut pas parler de ghetto à Trois-Rivières, mais on sait très bien qu'il y a des quartiers où il y a une plus grande concentration d'immigrants provenant d'un même milieu, que ce soit du côté africain, du côté latino, peu importe. Est-ce que ça, c'est un souci dans l'accueil des nouveaux arrivants et dans le plan de développement de la ville, de dire il faut créer
trouver des moyens de créer une plus grande mixture de toutes ces cultures? Question très large, à laquelle peut-être que mes collègues pourraient répondre davantage, parce que oui, il y a des secteurs où on sait qu'il y a des personnes immigrantes qui sont plus représentées. Pour les personnes qui se promènent à Trois-Rivières, si on transige par le secteur de l'UQTR, notamment, on le voit tout de suite où est-ce qu'il y a ce type de réalité-là qui est à Trois-Rivières. Maintenant, adapter les services en conséquence ou la mixture en conséquence, ça peut être, par exemple, que la Ville organise ou incite les citoyens à organiser des fêtes de quartier dans ces endroits-là. Donc, à chaque année, il y a des phénomènes de fêtes de quartier que la Ville soutient sur le plan logistique. Donc, ça peut être de le faire davantage, ça peut être de promouvoir davantage des fêtes de district aussi, par exemple. Mais ce n'est pas nécessairement des modulations de services qui sont en fonction d'un secteur prédélimité. Peut-être qu'il y a davantage de trajets de la STTA qui passent dans ces endroits-là en sachant peut-être que les gens ont un véhicule pour un ménage au lieu de 2 à 3 véhicules comme les gens à Trois-Rivières moyens ont. Mais c'est pas mal le seul argument que je pourrais vous donner. D'accord. Je me demandais, à partir de quel moment on arrive à dire « je suis chez moi ». C'est pas une question de papier, c'est pas une question de résidence permanente, c'est pas une question de citoyenneté, mais au niveau du senti. Évidemment, on ne renie jamais la patrie d'où on est parti, mais à quel moment on se sent chez soi dans notre nouveau chez nous? Question. Moi, c'est chaque fois que je voyage, j'ai eu la chance d'apporter plusieurs expos, des presse-papiers au Mexique ou en Serbie. Mais chaque fois que je retournais à Montréal, c'était vraiment « waouh ». Je suis chez moi. C'est comme que je sens comme une protection au Québec. Et ce sentiment-là, oui, il arrive... c'est ça. Je me sens en sécurité. C'est ça que et c'est une chose que, malheureusement, je ne sens pas vraiment en Argentine. Donc, quand je retourne chez moi aussi, parce que j'ai comme 2 chez moi, et ce n'est pas le même sentiment. Ici, je me sens en sécurité. Et ce sentiment-là, il est arrivé tôt dans votre parcours d'immigrante? Oui. Alors, quand bien même les questions d'emploi, de réseau social n'étaient pas encore réglées, vous vous sentiez déjà chez vous? Mais c'est une sécurité au-delà de l'argent. C'est vraiment comme se sentir, bon, il n'y a pas de barreaux dans mes fenêtres. Si je vois la porte, je me sens en sécurité. C'est une chose qu'en Argentine, on ne le sent pas. C'est comme... Moi, c'est une très bonne question. Je dirais, au niveau de papier, c'est sûr qu'à partir du moment où on obtient la résidence permanente, là, je pense qu'on peut estimer, même si ça n'autorise pas la possibilité de voter, mais néanmoins, on a tous les mêmes droits que les Québécois et Québécoises de souche. De mon côté, je pense qu'à partir du moment où je me suis marié, j'ai eu mes enfants qui, eux, ont eu automatiquement la citoyenneté canadienne, je pense que là, en effet, il y a un sentiment fort qu'on est désormais chez soi. Mais je rejoins aussi celui de ma collègue sur le fait que je pense que de voyager puis de voir des décalages culturels, linguistiques, de mode de vie. Et on se dit, on se reconnaît moins là-dedans, puis on est plus à l'aise dans comment on fonctionne ici. Je pense que là aussi, on considère que le Québec est désormais notre patrie. Est-ce que je m'excuse, Joël, il n'y a pas de quoi? On a parlé, je n'utiliserai pas le mot ghetto, mais vous avez dit tout à l'heure qu'il y en a qui peuvent se concentrer plus ensemble, parce que j'imagine que ça peut être dépaysant pour quelqu'un qui arrive d'ailleurs, qui a une langue maternelle qui est différente du français. Donc, c'est peut-être rassurant, justement, d'être plus ensemble plutôt que d'avoir à, j'utiliserai le terme, à affronter la nouvelle réalité. Est-ce que c'est au départ... le facteur de se sentir chez soi, il vient plus rapidement pour les gens qui se déstabilisent dès le départ? Oui, peut-être, je me suis trompée, mais des fois, c'est ça, les rester ensemble, ça peut donner pour certains milieux culturels une sécurité, mais peut-être c'est vraiment, il faudrait un temps pour passer à travers. Mais peut-être c'est ça qu'on parlait tantôt, peut-être c'est les enfants qui vont donner la réponse. Quand les mères ils vont voir que ces enfants, ils se mixent avec des Québécois, ils vont jouer au basket, ils vont voir les... Mais c'est ça que je sens qu'il y a comme
plusieurs cultures, ils sont plus sécuritaires au niveau femmes. Par exemple, moi j'avais déjà réglé les problèmes des femmes ici. Donc, mon sujet de mon expo et ma démarche artistique, ça devient comme la femme, le sujet. Donc, quand je vois culturellement de divers pays que ça prend la femme, il faut encore travailler pour arriver à l'indépendance que une femme a ici au Québec. Ça prend du temps. Ça prend du temps de... Et je parle de nous comme Québécois. Il faut comprendre aussi leur temps, le processus de s'adapter à une société plus libre, plus indépendante. Mais c'est à nous de pouvoir gérer ce temps-là. C'est l'empathie que ça compte ici. La Ville de Trois-Rivières a réalisé il y a quelques années une étude, je pense, avec l'Institut IRPI du Collège Maisonneuve. Est-ce qu'on peut en tracer les grandes lignes? Et puis, est-ce que ça a donné naissance à un certain nombre de politiques qui ont été mises en place? C'était le fer de lance? Oui, tout à fait. Puis en fait, on s'est référé à eux pour dresser le portrait de la situation de l'immigration. Peut-être juste dire l'IRPI, parce que j'ai pris pour acquis que tout le monde savait de quoi je parlais, mais on est justement là pour faire un peu de lexique. C'est l'Institut de recherche sur l'immigration et sur les pratiques interculturelles et inclusives. Voilà qui est dit. Je vais me limiter à l'IRPI, si vous me permettez. Allez, maintenant que c'est dit, ça va. Donc, l'Institut avec lequel la Ville on a donné le mandat de venir prendre une photo du portrait de l'immigration à Trois-Rivières. Donc, ils ont piloté, l'étude, puis aussi une partie de tout ce qui était volet de consultation, comme on l'a mentionné, pour identifier les enjeux que les personnes qui arrivaient ici vivaient. Puis aussi, et ce portrait date de quelle année, à peu près? On l'a fait pour le plan d'action de 2022 à 2025. Okay. Donc là, on est plus qu'à mi-chemin, presque à mi-chemin pour la concrétisation de ce plan d'action-là. Puis le plan d'action qui en a résulté, le plan d'action qu'on a adopté... Mais le portrait disait quoi avant de passer le portrait était surtout sur le volet des enjeux, justement. Okay. Les enjeux que les personnes en situation, que les personnes immigrantes vivaient ici. On a parlé tout à l'heure de l'accès à l'emploi, de la représentativité sur le plan événementiel, aussi l'accès au logement qui pouvait avoir une certaine forme de discrimination. Donc, c'était vraiment, quand les gens arrivent ici, c'est quoi leur premier feeling? Comment ils se sentent? Parfait, on part avec ça. Puis on a bâti le plan d'action aussi en faisant un volet consultatif auprès des organismes. Le SANA a été impliqué là-dedans, entre autres. Puis avec les enjeux, on identifie une série d'actions pour être capable d'améliorer ces situations-là. Donc le plan d'action, il y avait une trentaine d'actions qui étaient là-dedans. Puis dont une des actions qui s'en vient incessamment, c'est qu'il y a une politique sur l'immigration, sur l'accueil et l'intégration des personnes immigrantes qui va être adoptée au Conseil, qui devrait être adoptée au Conseil municipal en juin, début du mois de juin prochain. Donc, c'est vraiment une série d'actions que la Ville a mis en place. On a parlé au niveau des loisirs sur la bibliothèque, animation des camps de jour. Ça, c'est les éléments de la politique qui devraient être dans adoptés, le plan d'action. Ça, c'est dans le plan d'action qui est déjà là. Puis ce qui est à venir, c'est de la sensibilisation aussi auprès des propriétaires d'immeubles locatifs pour minimiser l'effet de la discrimination que certaines personnes pouvaient ressentir. Aussi, il y a un volet sensibilisation auprès des adolescents parce que le milieu scolaire, au niveau secondaire, c'est rough quand même. Puis il peut y avoir un volet de discrimination peut être assez important là. Donc, il y a le projet de Parole aux ados qui est en branle aussi du côté de notre direction des loisirs, culture, vie communautaire. Puis il y a quelqu'un qui s'occupe de ça à temps plein à la municipalité. Donc, c'est un agent qui est spécialisé en immigration, qui vient de la France d'ailleurs. Puis son rôle, c'est de faire en sorte que le plan d'action, qui implique autant les communications que la police de Trois-Rivières, que la vie culturelle, que le plan d'action chemine. Donc, c'est toutes des petites initiatives comme ça. On est parti avec le phénomène que l'IRPI nous a dit. Voici les enjeux sur lesquels travailler. Décline ça en action. Puis maintenant, on fait suivre son cours. Puis une des actions de ce plan-là, ça avait été d'ailleurs qu'il y a eu du hockey au Colisée Vidéotron avec, je pense que c'est 80 personnes immigrantes qui ont joué avec la police de Trois-Rivières. Donc, sur la glace pour venir créer un maillage. Puis démystifier un peu le rôle de la police, parce que des fois, il y en a qui peuvent avoir peur de l'autorité, puis de l'uniforme. Donc, c'est des actions qui sont mises en place en cohérence avec les recommandations de l'IRPI. Ça fait quelques fois que vous mentionnez l'aspect discrimination potentielle envers les nouveaux immigrants. Je vais vous poser la question en espérant la réponse que c'est des temps anciens et qu'on n'en parle plus, mais il fut quand même assez longtemps où simplement
d'avoir un nom avec une consonance qui n'était pas celle d'un Québécois traditionnel. Là. Vous vous appelez ni Tremblay ni Gagnon. Mais est-ce que vous avez vécu ce type de discrimination, ne serait-ce que parce que sa nièce, il faut apprendre à le prononcer d'abord. Ouais. Et puis, combien de fois j'ai vu des employés potentiels me dire « mais j'ai même pas eu de réponse à mon curriculum vitae parce que celui ou celle qui fait le premier tri s'est arrêté à mon nom de famille. Peut-être que Roux, c'est plus facile. Mais même là, est-ce que vous avez vécu de ce genre de discrimination? Mais en réalité, on n'a pas la preuve. Non, évidemment. Parce que personne ne va dire, mais je pense que oui, à une certaine façon, quand on envoie nos CV, il n'y a même pas une réponse négative ni une entrevue. On pense que c'est comme ça. Et parce que c'est pas... Parce que des fois, j'ai envoyé mon CV pour enseigner l'espagnol. Donc, c'était pas vraiment comme... et jamais j'ai eu une entrevue, par exemple. Et puis, depuis le nombre d'années où vous êtes chez vous au Québec, ce phénomène-là, vous ne le voyez pas disparaître. Là. Il est toujours présent, c'est ce que je comprends? Bien qu'on ne puisse pas le démontrer scientifiquement. Moi, ça ne me dérange plus parce que moi, je fais comme mon deuil aussi. Des fois, c'est ça qu'on on arrive, on s'adapte, mais des fois, il y a des consignes à suivre. Mais à la fois, il faut dire, bon, qu'est-ce que ça va marcher? Et moi, j'ai pris un schéma en parallèle avec les projets de médiation culturelle. J'ai fait mon côté didactique, mon côté enseignement qui me manquait parce que moi j'aime enseigner, mais je n'ai pas eu l'occasion, une vraie occasion d'un poste régulier. Donc, Alors que là, on ne parle pas, si je comprends bien, de reconnaissance de diplôme. Vous avez refait la formation au Québec pour aller chercher les certifications nécessaires et ça ne débouche toujours pas. Mais c'est après 20 ans, j'ai eu une possibilité l'année passée, une possibilité que j'ai refusée parce que j'avais programmé déjà mes voyages, mes expositions et tout ça. Mais c'était vraiment difficile de trouver. Mais par contre, il y a des gens qui c'est plus facile. Mais bon, c'est pas vraiment comme un... En tout cas, le message est lancé à l'ensemble des employeurs qui cherchent des employés. Semble-t-il qu'on est en pénurie partout. De grâce, ne vous laissez pas arrêter par un nom sur un curriculum vitae. Et peut-être que juste d'apprendre à le prononcer, vous êtes entré en relation avec la personne. Et puis, la porte s'ouvre à ce moment-là. Vous avez probablement moins vécu absolument. cette... Non, c'est la discrimination aucunement de mon côté. Peut-être, on vit des fois, puis on en rigole plus qu'autre chose, des stéréotypes sur d'où on vient, puis ça, tout à fait normal. Vous en avez peut-être sur nous aussi. Oui, j'aurais pu, en tout cas. Ouais. Mais par contre, c'est vrai que pour en discuter de temps en temps avec certains étudiants internationaux qu'on a, qui sont à l'UQTR, du moins, oui, c'est vrai que il y a des fois des discriminations, ou du moins c'est un ressenti, comme vous l'avez bien dit, pas toujours prouvé, mais oui, ça c'est vrai, sur la langue, ou sur le nom, ou sur on constate qu'elle vient d'un pays où la culture ou la religion est très forte, et puis là on voit qu'il peut y avoir certaines discriminations, mais de mon côté non. Mais est-ce que depuis le nombre d'années où vous êtes au Québec, vous voyez une amélioration de cette situation-là, ou on est toujours... Moi, dans la même situation? Oui, je pense que c'est mieux parce que, bon, ça fait 20 ans, il n'y avait pas vraiment beaucoup d'immigrants. Donc, on était traités comme une bibite bizarre. Oui. Mais pas maintenant. Maintenant, c'est plus coloré, plus diversifié. Je trouve que ça bouge plus au niveau immigration. Oui, puis le monde est très petit parce que j'ai eu à travailler avec la fille d'Alejandra. Donc, ça fait en sorte que plus que le temps avance, bien, plus que les générations qui grandissent ont à côtoyer des gens qui viennent d'ailleurs. Donc, on ne se pose pas la question nécessairement, tu viens de où ou autre, c'est que tu viens de chez nous. Donc, il y a peut-être cette égalité-là aussi qui fait en sorte qu'à long terme, ça peut s'amenuiser. On a parlé beaucoup d'intégration depuis le début de cette émission aussi. J'aimerais faire peut-être un dernier tour pour savoir qu'est-ce que vous avez l'impression d'avoir apporté à la société québécoise qui l'a fait avancer, qui l'a fait grandir ou qui lui fait simplement élargir ses horizons parce que vous n'avez pas renié qui vous êtes, ni l'un ni l'autre, et vous êtes arrivé avec un bagage. Qu'est-ce que vous nous apportez qui nous rend plus forts, plus grands?
Bon, pour moi, c'était vraiment comme toujours, je dis, bon, parce qu'il y a plusieurs commentaires qui disent, bon, vous avez vraiment bien réussi l'immigration, vous êtes comme un exemple, comme famille. Et moi, je suis fière, mais à la fois, je pense qu'on a eu une belle réussite à cause de vous, les Québécois. Parce que nous, on a eu tellement de belles rencontres, des amis qui nous ont aidés tellement pendant 20 ans, qui nous ont conseillés. Et donc, sans eux, sans vous, ça ne serait pas vraiment une réussite pour nous. Moi, je suis fière de ma famille. Je pense que mes enfants, ils sont des Québécois pur laine. Ils n'ont pas d'accent comme moi, mais c'est ça. Ils ont comme, je pense qu'ils vont rester ici à Québec, au Québec et à Trois-Rivières. Et je suis fière de ce qu'on a apporté pendant 20 ans, des projets artistiques, des offres qui vont rester de 1%, d'intégration à l'architecture. J'ai fait plusieurs projets à l'hôpital Sainte-Marie, donc une partie de culture de nous qui va rester. Et nous, c'est sûr. J'espère bien. Monsieur Roux? J'ai apporté du moins deux enfants qui vont contribuer à la planète. C'est une blague. Mais merci parce que notre taux de fécondité n'est pas des plus reluisants. Alors, on le prend. Non, je dirais que je prendrais peut-être, je formulerais une réponse un peu différemment, mais le Québec est, à mes yeux, puis je l'ai senti dès que je suis arrivé au doctorat, à la maîtrise aussi, c'est une terre d'opportunités. L'ascension sociale se fait beaucoup plus vite qu'en France. Puis les opportunités pour se développer dans différents secteurs, que ce soit professionnel, de loisirs, du sport, les opportunités sont là, juste à les saisir et travailler de pair avec les bonnes personnes. Et ça, je dirais que pour quelqu'un qui a cette ambition-là, puis qui veut marquer la société québécoise par ses origines, son expertise, son expérience, etc., le Québec l'offre. Puis encore aujourd'hui, c'est complètement vrai. On le voit chez nos étudiants, là, ils sont ébahis devant le fait qu'à peine au bout de 6 mois qu'ils sont arrivés sur le territoire québécois, il y a déjà des opportunités. On leur offre des opportunités. Au départ, à l'échelle de l'université, puis après, en dehors des murs du campus. Et ça, dans d'autres pays, puis la France, entre autres, malheureusement, dans certains secteurs, c'est vrai, mais dans d'autres, l'ascension sociale est beaucoup plus difficile. Oui. Monsieur Morissette, vous avez fait l'illusion de travailler avec la fille de Mme Bassaniès. Je ne sais pas si c'est à la ville de Trois-Rivières ou dans un autre projet, mais ça m'a inspiré la question, est-ce que le visage multiculturel, on le voit dans l'organisation municipale à Trois-Rivières? On le voit. Est-ce qu'on le voit assez? Je vous dirais que non. On a des gens qui travaillent avec nous à l'horticulture, on a des gens qui travaillent avec nous au loisir, qui sont issus de l'immigration, oui. Mais Trois-Rivières, comme ville, on est une ville vieillissante encore. Je vais dire, on est une... Je vais aller dire... Ça vous exclut, mais... J'ai arrêté à 32. Moi, c'est à 32 que j'ai arrêté. Mais la tendance est à l'augmentation, mais au même titre que des villes comme à Saguenay ou autres, on reste des petits villages. Ultimement, on entend souvent ça, de dire que Trois-Rivières, c'est un petit village, Saguenay, c'est un petit village aussi. Puis, le phénomène de l'immigration est relativement, je vais dire, nouveau pour certaines personnes. Ça fait 20 ans, mais là, on le voit de plus en plus. Puis ça commence à se répercuter dans les emplois, dont à la ville, mais c'est encore une minorité, malheureusement, qui sont représentées au sein des autorités. Donc, ça ne représente même pas le pourcentage des différentes communautés au sein de la population trifivienne? Je n'ai pas la statistique pour la ville de Trois-Rivières, là, mais je n'ai pas l'impression qu'on est au même niveau. On parlait de 4 à 6 pour l'ensemble de la population. Je n'ai pas l'impression qu'on est au même niveau à l'administration municipale. Ce sera une bonne question pour à regarder pour l'ensemble des ministères et organismes et appareils publics, voire par région. Mais ici, malheureusement, il y a encore du travail à faire pour ça, assurément. Bien, vous le dites bien, il y a encore du travail à faire, mais heureusement, il y a des gens pour le faire aussi. Et je pense que vous trois, selon vos secteurs respectifs, vous êtes de ces passeurs qui facilitent l'intégration des nouveaux arrivants dans notre milieu. Il me reste qu'à vous dire un immense merci d'avoir participé à cette table ronde. C'était un plaisir de vous recevoir, Mme Bassaniès, M. Roux, M. Morissette. Merci. Merci également à Anne-Sophie Batalon, la recherchiste de l'émission. Merci à la Gazette de la Mauricie et à Nous TV pour leur collaboration.
collaboration. Merci à vous de nous avoir suivis et si vous avez envie de nous faire part de vos commentaires, n'hésitez surtout pas à nous écrire à info@gazettemoricie.com. C'est toujours un plaisir de vous lire et je vous dis à très bientôt.